Hello, nouveau concept sur la chaîne Manaburn avec mon comparse Gaël, ici présent avec moi. On vous propose le format, le méta par les guignols. Alors, qu'est-ce que c'est? Le méta par les guignols a pour objectif de faire découvrir le méta du format old school dans sa version French Bores, c'est-à-dire présenter, analyser les principaux archétypes que l'on retrouve en old school French Bores, sachant que ces archétypes, on les retrouve aussi assez fréquemment dans les autres méta old school à travers la planète, que ce soit aux États-Unis ou chez nos voisins européens. Et du coup, pour commencer ce décryptage des archétypes, on va commencer par mon favori, l'archétype du jour, Atog. C'est l'un des plus performants, sinon le plus performant de la famille des agros, un incontournable du old school. Mais quelle performance a-t-il eu jusque-là? Alors, le deck Atox, c'est un deck qu'on retrouve quasiment systématiquement dans les top 8 sur les plus gros tournois, et c'est un deck qui peut remporter des gros tournois. En atteste une première place au Lions Trophy 2024, une première place au Régional 3 à Lyon en 2026, des top 8 récurrents à la Pinard Cup 2025 et 2026, des victoires à l'échelle internationale comme la Gen Con 2024, une finale à Luden Troll 2025 ou un top 4 à Castle 2026, sachant que là on parle de tournois à plus de 100 joueurs, donc un deck consistant et très performant. Ouais, effectivement, Dont même avec le dans le format French Board ou format internationaux, c'est vraiment l'archétype qui fonctionne très bien. T'as des photos à nous présenter? Oui, on a deux, trois photos là des decks qu'on a mentionnés précédemment. Le deck de Mathias au Lions Trophy 2024 dans une version bleu, blanc, rouge. Le deck de Guillaume à la Gen Con 2024 également dans une version bleu, blanc, rouge. Et le deck de mon comparse, à savoir toi, au Régional 3 en 2026, deck que tu as mené à la victoire dans une version aussi bleu-blanc-rouge que j'appelle Heavy Artefact parce que tu insistes lourdement sur la force des artefacts dans ce deck. Mais on en rediscutera un peu plus tard. Dans les cartes clés du deck, on va retrouver évidemment la carte qui a donné son nom au deck, à savoir la Tog, une petite créature rouge qui se sort pour un mana rouge plus 1, qui a une force et une endurance de 1-2 et qui a une capacité relativement intéressante, à savoir pour 0, tu sacrifies un artefact et la Tog va gagner plus 2 jusqu'à la fin du tour. Voilà pour la première carte clé, carte iconique et, comme je le disais, qui a donné son nom à l'archétype. Ouais, moi je compléterais ça en disant qu'elle sort de l'extension Antiquities. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait toujours plaisir à redire que c'est vraiment du old school. Et sa capacité plus 2 peut aussi bien être dans la thématique aggro énorme, mais pas oublier que vu que c'est une capacité instante, qu'on peut aussi la rendre défensive pour aller gagner un fait ou un moment de jeu. Comme disait Gaël, il se nourrit d'artefacts et les artefacts du cœur du jeu pour nourrir ce Hatog, c'est effectivement des artefacts à dégâts, à savoir le Black Vise et l'Angle de Mishra. Le Black Vise, lui, c'est un artefact pour un qui va faire des dommages à notre adversaire pour chaque carte qui dépasse de 4. Donc à titre d'exemple, il a 7 cartes en main, parce qu'il n'a pas commencé à jouer, bien évidemment, à son entretien, il prendra 3 points de dégâts. Donc, ce qui est vraiment un artefact à dégâts énorme. Et le deuxième artefact, c'est l'Ankh de Mishra, pour 2 mana. À chaque fois qu'un joueur posera un terrain en jeu, celui-ci perdra 2 points de vie. Donc, vraiment 2 artefacts low cost, mais à haute valeur de dégâts. Oui, et deux artefacts qui amorcent un début de synergie, puisque évidemment, l'adversaire va se dire, si je pose un terrain, je prends 2 points de dégâts, et si je pose pas mon terrain, je me retrouve avec des cartes en main, je vais prendre des dégâts avec le Black Vise. Donc un début de synergie pour ce jeu qui va s'appuyer sur d'autres cartes encore, comme les meilleurs sorts de Blast que l'on retrouve en old school, à savoir Lightning Bolt,
qui pour un mana rouge va faire 3 points de dégâts à une cible, joueur ou créature. Deuxième blast, Chain Lightning, de l'extension Légende, qui pour un rouge fait également 3 points de dégâts, mais en rituel, et qui a l'inconvénient de pouvoir être renvoyé par l'adversaire s'il paie 2 mana rouge. Dernière blast, l'Apsionic Blast, carte bleue avec un coût de lancement un peu plus élevé, un bleu plus 2, mais qui va faire 4 points de dégâts à une cible et infliger 2 points de dégâts au joueur qui a lancé l'Apsionic Blast. Voilà pour les dégâts directs dans le jeu. Ouais, effectivement, c'est peut-être les 3 meilleurs blasts du jeu, à des coûts de mana relativement faibles. Et évidemment, l'Atog se jouant qu'à un seul rouge, les 2 blasts rouges se jouent aussi avec un seul rouge. Donc la base de mana est juste trop facile à équilibrer. Derrière, on va forcément jouer du bleu, je spoil un peu, mais donc du coup, un bleu pour jouer un autre blast qui déverrouille le chiffre 4 pour aller chercher soit ton adversaire, soit des grosses créatures à 4, style Ange de Serra. C'est juste un incontournable des blasts. Vraiment, pas de souci. Je rebondis sur le jeu de ping-pong de la chaîne Lightning où l'adversaire peut payer 2 rouges pour nous renvoyer également 3 points de dégâts. On attend que ça. Parce que s'il nous fait ça, nous, on a aussi l'occasion de repayer 2 rouges pour lui remettre 3. Donc il y a un jeu quand même de stress. Si l'adversaire nous le renvoie, il sait qu'il peut se retourner encore une fois contre lui. Mais une fois qu'on sait ça, qu'on sait ces blasts et la valeur de dégâts que ça peut occasionner pour si peu de mana, on va évidemment ajouter à ça une autre carte rouge et une autre carte bleue, à savoir les Draw 7. On va ajouter la Wheel of Fortune et le Time Twister, bien évidemment. 2 avantages à ces cartes-là: aller piocher dans son deck les blasts pour finir notre adversaire, et évidemment recharger la main de son adversaire, qui paraît contre-intuitif, mais pas vraiment, parce que notre adversaire se retrouve à 7 cartes en main, et là on retique, on donne de la value au Black Vice du début, l'artefact pour 1, qui permet de faire des dégâts pour le nombre de cartes qu'a notre adversaire en main. Donc lorsqu'on va reprocher nos 7 cartes, on va forcément avoir des dégâts, soit par les blasts, soit par les artefacts qui embêtent nos adversaires. Ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Mais on va regarder avec quoi on agrémente tout ça. Pour agrémenter ce cœur de jeu, on va bien évidemment utiliser les cartes incontournables du old school, à savoir le Moxen, les 5 Mox, Pearl, Emerald, Saphir, Ruby et Jet. On va utiliser le Black Lotus, le Sol Ring, l'Ancestral Recall et le Time Walk. Donc les Mox, pour ceux qui ne savent pas, c'est un artefact qui génère 1 mana pour 0 de coût de lancement. Le Black Lotus, est-ce qu'il faut encore le décrire, mais je vais le faire quand même. Un artefact pour coût de 0, si on le sacrifie, il donne 3 mana. Le Sol Ring, encore un incontournable, pour 1 mana, un artefact qui génère 2 mana incolores. L'Ancestral Recall, c'est un instant, une carte bleue. Pour 1 bleu, fait piocher 3 cartes. Et le Time Walk, pour un incolore et un bleu, permet de rejouer un tour. Donc évidemment, les Mox vont être sacrifiés sur le Hatog et accélèrent grandement leur league game pour poser la fameuse Ankh et le Black Vise. Le Black Lotus, pareil que le Moxen, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable et qui accélère énormément. Le Sol Ring va pouvoir être mangé par l'Hatog évidemment, mais donne 2 mana incolores, ce qui fait qu'au tour 1, on pose un terrain, un Sol Ring, et le Sol Ring peut nous permettre de poser l'Ankh de Mishra. L'Ancestral Recall, c'est pour recharger nos cartouches, bien évidemment, et Time Walk pour faire un premier tour et un deuxième tour Alpha Strike pour finir notre adversaire. Si une fois on a que des bases incolores et du rouge et un peu de bleu, en ayant les meilleures values finalement, on peut compléter cette version bleu-rouge par certaines cartes. Donc les autres incontournables, en tout cas celles qui se dessinent comme étant incontournables dans ce deck-là, on va rajouter une autre carte bleue, un Serendib Efrit. Le Serendib Efrit, c'est une créature, Arabian Night, 2 incolores, 1 bleu, elle vole, et c'est une 3-4, 3 de dégâts, 4 de défense.
Le Serendib a une contrepartie. À notre entretien, il nous fera un point de dégâts. C'est l'une des créatures les plus early, avec une défense de 4 qui est énorme. Elle vole, elle fait 3 dégâts, donc c'est vraiment une créature hyper agressive. Une autre carte emblématique de ce bleu-rouge Atog, c'est Blood Moon. Sachant que l'adversaire perd des points de vie à chaque fois qu'il pose un terrain, quoi de mieux que de l'embêter, si je peux être poli, l'embêter dans sa mana base. Effectivement, un multicolore, tous les doubles terrains deviennent des montagnes. Si le pauvre adversaire en face joue très peu de rouge, voire pas de rouge, alors là, il est vraiment très embêté avec cette carte-là. La Blood Moon, je ne l'ai pas dit, mais c'est 2 incolores, 1 rouge, qui nous permet de changer tous les terrains non basiques en montagne. Un enchantement qui sort de The Dark. Donc encore une fois, le Serendib c'était un bleu, le Blood Moon c'était un rouge, très facile à sortir. D'autres cartes pour embêter notre adversaire, toujours sur le même principe de la Blood Moon, c'est la pluie de pierre. La pluie de pierre permet d'aller attaquer la mana base de notre adversaire, pour le forcer à perdre des points de vie, pour qu'il puisse se débattre dans notre partie. Toujours la pluie de pierre, carte rouge, un seul rouge, 2 incolores, et détruit un terrain adverse. Pour attaquer encore sa base de mana, on va pouvoir utiliser le Shatter, une carte rouge, pour un incolore, un rouge, permet de détruire un artefact en face, en instant. Alors là, généralement, on utilise ça pour les Mox, parce que si avec Blood Moon, il a plus que des montagnes, on va pouvoir les target ses autres couleurs grâce à ce Shatter pour lui enlever Pierre de Guermont ou les Mox. Mais pas seulement. Le gros ennemi d'Atog, selon moi, c'est si l'adversaire commence à gagner des points de vie. Donc si il contre Nullblack Vise avec des tours d'ivoire ou des Fountain of Youth pour regagner des points de vie, voire un Mirror Universe qui rebalance complètement la partie, c'est terriblement ennuyeux. Donc cette carte-là est très importante justement pour aller l'embêter et lui casser ses plans avec ses artefacts à points de vie. Dernière carte dans ce rouge-bleu, ça serait la Boy Lightning. Donc là par contre plus difficile à caster, mais avec Blood Moon ça s'énonce. C'est une créature sortie de The Dark pour 3 rouges, c'est une 6-1 piétinement, mais elle a célérité. Donc là en termes de dégâts, il n'y a quasiment rien de plus violent. 6 dans la bouche de notre adversaire en piétinement célérité. Que dire de plus, quoi. Si, t'as peut-être quelque chose, Gaël? Alors, on aperçoit déjà qu'il y a 2 façons, 2 sous-familles finalement dans cet archétype. Une version qui irait plutôt vers encore plus d'agressivité avec le Serendib, les Ball Lightning, ou une version un peu plus anti-jeu qui aurait pour objectif de taper, mais aussi de taper sur la base de mana de l'adversaire avec Blood Moon, Shatter, Pluie de Pierre. Ouais, d'accord. Voilà. On, on peut aussi faire le choix d'ajouter une couleur, comme l'a illustré la partie précédente, une couleur qui revient évidemment en premier lieu pour, en plus du blanc et du... Ah zut. En plus du rouge et du bleu, c'est la couleur blanche. La couleur blanche va nous donner accès au lion des savanes, créature 2-1 pour un mana blanc. Donc là aussi, on est dans ce qui se fait de mieux en rapport coût de lancement, efficacité. On peut aussi citer le Disenchant qui va avoir sensiblement la même fonction que le Shatter, mais avec une plus grande polyvalence puisqu'il peut aussi gérer des enchantements comme Abyss, Moat et d'autres comme par exemple un Underworld qui peut être pénible dans certains cas. Voilà. Et dernier ajout en blanc qui paraît aussi relativement évident, la meilleure carte pour gérer les créatures, le retour au pays, qui pour un blanc exile une créature. Inconvénient quand même majeur dans le cas d'un jeu très agressif, c'est que le retour au pays fait gagner des points de vie à l'adversaire
et que ça, on n'est pas très fan quand on joue à Tog. Ouais, effectivement, le gain de vie par notre adversaire est vraiment le fait de jeu à éviter. Après, il faut avouer que c'est les trois cartes que tu viens d'énoncer, le Lion des Savanes, le Désenchantement et le Sword, les trois cartes blanches se lancent pour un seul mana blanc. C'est un coût d'efficacité pour un nombre de mana très bas. Là, ce qu'on craint aussi, c'est les grosses créatures à fort body. Parce que l'Alpha Strike qu'on peut avoir avec Atog, on le passe pas. Un Ange de Serra, par exemple, qui peut aussi bien nous attaquer qu'être en défense, sans devoir renoncer à l'un ou à l'autre, effectivement, il est peut-être mieux de payer un mana pour s'en séparer, refaire gagner 4 points de vie à son adversaire, mais enlever cette carte qui défend super bien sur Atog et qui nous laisse que 5 tours de vie parce qu'elle attaque tous les tours. C'est vraiment très très fort. Après, le désenchante, je le trouve fort, effectivement, contre les abysses, par exemple, parce que alors là, notre Atog, le pauvre, tombe justement dans les abysses, mais ne serait-ce qu'un cercle de protection rouge. Le cercle de Oui, protection rouge, ça là, va être plus post-side, il va avoir encore plus ouais, de d'utilité. valeur. Ouais, là, tu as raison, c'est pas, c'est avec un side, mais c'est vrai que ça permet. Le désenchant est vraiment une carte. Je pense qu'on rajoute plus le blanc pour le désenchant que pour le sword ou le lion, même si ça reste évidemment trois cartes très très fortes. En plus de cette troisième couleur, qui commence finalement à peut-être un petit peu déséquilibrer le jeu, on va rajouter des incolores. On va rajouter des artefacts. On voit trois cartes artefacts à donner à manger à la Tog qui peut avoir leur pertinence. Évidemment, la Winter Orb. Alors la Winter Orb permet, on suffoque notre adversaire de dégâts, on l'embête avec ses manas avec la Blood Moon, et en plus, là c'est vraiment, on le met au fond du trou. S'il a des manas colorés, il pourra l'utiliser qu'une fois sur deux. Donc c'est vraiment encore un artefact qui est très 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 fort. Donc je le redis pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est Winter Orb, c'est 2 mana et on peut détaper qu'un seul terrain à notre étape de untap. Donc voilà, que 2 mana, un artefact pour donner à manger à notre Atog et qui limite fortement les réactions de notre adversaire. Un autre artefact que moi j'apprécie fortement, c'est la Mixstone. Pour un mana, toutes les créatures qui ont une force supérieure à 2 ne se détapent pas. Donc encore une fois, l'ange de Serra nous embête, mais les créatures très agressives, un Shivan, un vampire sanguin ou ne serait-ce qu'un Sedge Troll, pourront attaquer qu'une seule fois. Ils ne pourront plus attaquer une deuxième fois car ils ne se détapent pas et c'est un artefact pour un. Donc après un draw 7, on peut facilement utiliser un mana pour mettre cet artefact là. Même s'il n'a pas d'effet sur les créatures adverses, on pourra toujours le donner à manger à notre Atog. Un troisième artefact que je trouve très impactant, aussi qui fait des cartes value, c'est la City in a Bottle de Arabian. Donc pour 2 mana, cet artefact permet d'exiler, je crois, ou en tout cas de retirer du jeu toutes les cartes de l'extension Arabian. Donc ça touche effectivement la mana base de notre adversaire parce qu'il perd ses City of Brass par exemple. S'il est très agressif avec des Serendib, avec un Yuzamjin, enfin il y a plein de cartes arabianes qui sont vraiment à éviter avec Atog. Et ben cette carte artefact permet de nourrir notre Atog et de se séparer de pas mal de cartes arabianes. Tu vois d'autres raisons toi à rajouter ces trois artefacts? Non, ça revient enfin, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est soit dans Atog, soit sur le choix d'être vraiment ultra aggro, et auquel cas on va avoir éventuellement Serendib, Lion des Savanes, les Ball Lightning, ou être plus sur un plan d'anti-jeu, et là ces trois artefacts rentrent typiquement dans ce plan-là. Euh, mais oblige aussi à faire certains choix dans son propre jeu. Si tu mets la Mixstone, ça veut dire que tu renonces au Serendib de ton côté et que tu vas être vraiment sur une option Lion des Savanes à Tog au niveau créature uniquement, vraiment que des petites créatures.
Voilà, c'est des choix, mais comme on l'a dit également précédemment, les résultats du deck et de l'archétype prouvent que les différentes variantes sont viables et efficaces. Ouais. On peut rajouter aussi une autre couleur, non? Oui, c'est tout à fait possible, même si on en voit un peu moins dernièrement, il y a la possibilité d'ajouter du noir, d'être sur une version donc rouge, bleu, noir, avec l'ajout évident du démonique tutor euh, qui permet d'aller chercher la carte dont on a besoin si on a le démonique. Donc c'est un ajout vraiment très fort. Bah, Euh, ça va chercher le kill. Effectivement, ouais, oui, voilà, voilà. on peut aller chercher le kill. Je rebondis sur le fait que tu dises qu'on le voit moins dernièrement. Ça, c'est purement les restrictions French Board où on enlève Mind Twist. Dans les autres formats où Mind Twist est pas retiré, bah, l'ajout du noir est un petit peu plus pertinent. Donc je le Ouais, redis parce que on est tellement dedans que pour nous ça parle, mais le démonique tutor c'est quoi? C'est un incolore, un noir en rituel permet d'aller chercher dans son deck la carte de notre choix. Donc là, vous comprenez d'office l'efficacité de cette carte. Et le Mind Twist, c'est X et un noir en rituel. On va défausser X cartes à notre adversaire. Donc encore une fois, est-ce qu'elle a besoin d'explications pour dire que cette carte est forte? Elle est tellement forte que le format français l'a banni de son format. Donc c'est vrai que encore une fois, c'est un seul noir pour le Demonic Tutor, un seul noir pour le Mind Twist. Euh, c'est c'est déséquilibrant, mais pas impossible à rééquilibrer vu que c'est qu'un seul mana dans l'ajout de couleur, je voulais dire. tu as tout à fait raison. Ouais, le ban de Mind Twist fait qu'effectivement, dans notre environnement, la version avec le noir est un peu moins présente que les autres versions, mais à l'international, la version avec le noir est tout aussi représentée. Ouais, Sachant que si on va dans une version avec du noir, on peut ajouter d'autres cartes noires qui vont bien s'insérer dans le concept du deck. Les ajouts évidents sont Sinkhall, un et ouais, rituel qui se sort pour deux noirs et qui va détruire un terrain. Donc là, on retombe sur l'option j'embête mon adversaire sur sa mana base. Et une autre possibilité, mais qu'on retrouve plus généralement en side, Gloom, enchantement noir pour un noir plus 2, qui fait que les sorts blancs coûtent 3 de plus à jouer et que les enchantements blancs coûte 3 de plus à activer. Ça, c'est valable pour les cercles de protection principalement. Mais voilà, pour activer son cercle de protection rouge, l'adversaire devra payer 1 plus 3. ouais, Euh, ouais, c'est vraiment très très fort. Je te coupe, désolé, mais c'est vrai que moi ça me donne limite envie. Mais ça, c'est le traumatisme que je vis personnellement. Mais j'ai une limite envie de le mettre en main deck. C'est sûr que les cartes value qu'on voyait en Puratog, le lion, le désenchant et le sword, effectivement, si tu joues ça, l'adversaire perd énormément de value. Parce que le lion se sort pour 1. Là, si tu joues Gloom, le lion des savanes va se sortir pour 4. Sortir une 2-1 pour 4, là c'est nettement moins efficace. Effectivement, redonner des points de vie à ton adversaire en lui tuant une créature en utilisant 4 mana, ça reste intéressant, t'as envie de le jouer, mais effectivement c'est nettement moins fort. Donc ça casse vraiment la courbe de mana des jeux blancs, ce qui me donne personnellement presque envie de le jouer en main deck, hein. Mais oui, bon, là, c'est clairement la meilleure carte contre le blanc, hein, Gloom, de tout ce qui nous est proposé ouais. dans le méta old school, c'est imparable contre le blanc. Tu l'as presque énoncé à la description de Gloom. Tu disais que c'était une carte limite de side. T'as des choses à rajouter ou on parle du side?
Ouais, on peut parler du side. Je pense qu'on a fait le tour un peu des différentes variantes qu'on peut retrouver entre du bleu rouge blanc ou bleu rouge noir. Ce- Je crois avoir aperçu, mais c'est plus rare, des versions avec du vert pour Berserk, pour aller encore un peu plus dans le sens d'un Atog qui va frapper une fois, qui va sacrifier, avec sacrifice de plusieurs artefacts, et un Berserk derrière pour faire une attaque, un one-shot mortel. Mais clairement, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on a évoqué. Ouais, ouais, moi je l'ai jamais affronté la version verte. Non, c'est vraiment. Ok, c'était un spicy. Ouais, c'est spicy et rare, mais ça existe. Ok. Voilà. Pour ce qui est du sideboard, bah, suivant les différentes couleurs qu'on va choisir, on va avoir des options assez intéressantes. Pour le rouge, on va avoir évidemment la salve élémentaire rouge, un incontournable de quasiment tous les sides. Carte qui, pour un mana rouge, peut soit contrecarrer un sort bleu, soit détruire un permanent bleu. Donc là, on est encore dans un rapport coût de lancement efficacité qui est redoutable. Ouais, mais on vise Toujours quoi? On side de ça contre qui et pour viser quelle carte? on, on side de ça contre les jeux qui jouent bleu, évidemment. Soit pour pouvoir protéger ses propres sorts en contrecarrant les contresorts de l'adversaire avec la salve élémentaire rouge, soit pour éventuellement protéger une créature qui se prendrait un Psionic Blast mortel, soit pour dans des matchs miroirs, ça peut avoir une utilité assez redoutable aussi. Voilà, c'est une carte qui est versatile et à partir du moment où il y a du bleu en face, c'est un must. Ouais, je te rejoins parfaitement. C'est un must parce que, enfin, on va pas le cacher, la majorité des decks jouent des Bilandes et du coup se donne la possibilité de jouer le P9 avec Time Twister, Time Wall qui est ancestral. Il n'y a rien de plus jouissif que de contrer un ancestral avec un Red Elemental Blast. Voilà, c'est quasiment la majorité, enfin tous les decks, j'allais dire quasiment tous les decks, mais non, honnêtement, tous les decks jouent au moins l'Ancestral Recall. C'est une manière Beaucoup. simple de. Ouais, beaucoup, pardon. C'est une manière simple d'aller le contrer. C'est vraiment. Le Red Elemental Blast, je suis d'accord avec toi, c'est une carte quasiment auto-incluse dans le sideboard. J'en vois une autre dans le rouge, mais ça, c'est ma vision très monocorde de l'aggro, c'est l'Earthquake. L'Earthquake, donc c'est un rituel, X et un rouge, et on va infliger X dégâts à toutes les créatures qui n'ont pas le vol, mais aussi aux joueurs. Donc c'est contre-intuitif avec Atog, mais ça permet déjà de faire une vrasse. On peut recharger notre Atog avec certains artefacts si on veut que notre Atog reste le seul sur le board. Mais je vais pas vous cacher l'élément principal. En fait, c'est tuer notre adversaire, lui faire des dégâts en plus. Oui, partant du C'est principe ça, que hein. tu vas avoir fait des dégâts auparavant à ton adversaire et que tu es en avance en termes de points de vie, le fait que ça fasse des dégâts aux deux joueurs, normalement, va être plus préjudiciable à l'adversaire. Et donc, c'est ça la fonction essentielle de l'Earthquake, tout en nettoyant le board des créatures, ce qui est quand même pas mal non plus. Ouais, complètement. Et c'est deux cartes. Là, je reparle de Red Elemental Blast et Earthquake. C'est encore deux cartes rouges à un seul mana rouge. Facile. Enfin, on incorpore ça dans le deck très facilement. On... J'enchaînerai sur une autre couleur. Le bleu. Parce que là, du coup, on est sur l'archétype de base rouge-bleu. Une carte bleue que moi j'aime bien mettre en side, c'est Urkill Recall. Ça sort d'Antiquities, c'est pour un mana incolore, un mana bleu, c'est un instant. On désigne un joueur et l'intégralité des artefacts de ce joueur reviennent en main.
Je trouve cette carte terriblement efficace, un peu tricky mais terriblement efficace, aussi bien en défense qu'en attaque. En fin de tour, on peut remonter l'intégralité des artefacts dans la main de notre adversaire. Euh, donc du coup, nos Black Vise vont faire énormément de dégâts. On lui remonte un 10 de nid minéral, on lui remonte un Mirror Universe. Si finalement il décide de nous sortir un Shatterstorm ou quelque chose qui vient ravager nos artefacts de notre côté, on le joue sur nous pour tous les remonter en main et les conserver. C'est une carte que j'affectionne énormément, mais qui est assez tricky pour le conserver le côté aggro. Oui, oui, carte qui peut servir, comme tu le disais, à la fois en protection de ses propres artefacts ou dans la recherche d'un kill en faisant remonter tout ça dans la main de l'adversaire. Euh, c'est effectivement un peu tricky, mais c'est, comme tu le disais, c'est redoutable. C'est une carte qui peut faire gagner la partie. Ouais, complètement. Il y a quelque chose qui peut faire perdre la TOG, c'est de plus avoir de cartes. Là, typiquement, on joue tellement vite, si on n'accède pas à nos draw 7, on peut s'essouffler très vite. C'est l'un des risques majeurs de ce deck-là, c'est qu'on aille trop vite sans arriver à aller au bout. Mais l'adversaire le sait aussi, et on est du coup très sensible à la défausse. Un spectre hypnotique qui vient nous défoncer notre main alors qu'on n'a pas nos blasts, ou alors un Imtuturak qui vient enlever la moitié de nos cartes restantes, parce que au tour 1 on va jouer 3 cartes, il nous restera plus que 4 cartes. L'Imtuturak nous en enlève 2, il nous en reste plus que 2 en main, c'est terrible. Alors pourquoi j'énonce tout ça? C'est pour justement Psychic Purge. Une carte légende pour un bleu. Il me semble que c'est un rituel. Un Et rituel. un rituel. Et en fait, pour un bleu, on va faire un point de dégâts. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de cette carte Lucky? C'est parce que elle a une particularité, un texte secondaire, qui nous dit que si on est forcé de la défausser, et ben la personne qui nous force à la défausser perd 5 points de vie. Donc notre adversaire qui va jouer à Mtuturak prend le risque de nous faire défausser finalement un blast à 5. Si l'adversaire nous fait une roue de la fortune, on va défausser cette carte-là et effectivement lui mettre 5. Ça peut être la surprise qui change complètement, qui change tout quoi. L'adversaire pense nous asphyxier, et au final non, pas du tout. On lui en met plein le menton et il finit par perdre. C'est une carte Spacey que j'affectionne. Oui, oui, bah, comme tu l'as dit, c'est une carte qui te. Si tu as le malheur de la faire défausser à l'adversaire, qui va t'en mettre plein la tête. Donc, ça va bien dans le thème du jeu. Ouais, complètement. Pour la version blanche, parce que là on a fait du bleu, on a fait du blanc, on a parlé un tout petit peu du noir avec le gloom, mais dans la version blanche, on aurait quoi dans le sideboard? Bah, une des cartes qui me paraît évidente, c'est le Spirit Link, Ok. qui a un enchantement blanc qui sort pour un blanc, reste là encore sur des coûts de lancement très réduits et sur des cartes très efficaces par rapport à leur coût de lancement. Cet enchantement fait que va enchanter une créature et va faire que si la créature fait des dégâts, on va gagner autant de points de vie que les dégâts qu'elle a fait. Donc bah, c'est très bien pour se protéger contre une grosse créature que l'adversaire aurait posée un peu rapidement. Ça peut être très bien dans un match miroir où ça tape fort d'un côté comme de l'autre. Un Spirit Link posé sur un Serendi peut faire basculer la partie de ton côté. De toute façon, c'est un must en termes de protection, le Spirit Link, car qu'on retrouve quand même régulièrement dans les sideboards, voire main deck. Voilà. Deuxième carte qui peut être aussi assez fun à incorporer dans un deck à Tog, c'est Armageddon. Ah ouais, c'est très fun. Euh, C'est très très fun, euh, ouais.
Une Vas-y. carte, un rituel blanc pour un blanc plus 3. Donc on reste là aussi sur une carte qui nécessite uniquement un mana blanc et qui va détruire tous les terrains en jeu, que ce soit les tiens comme ceux de l'adversaire, sachant que, encore une fois, l'objectif est de pénaliser plus l'adversaire que soi-même à travers cette carte, comme à travers l'Earthquake qu'on a évoqué juste avant. Donc là, bah, c'est la même chose. Si en jeu il y a Black Vise et Ankh Mishra, qu'on arrive à passer Armageddon, l'adversaire il est mal. Euh, Ouais, il voilà. a plus de ressources pour répondre, hein. Il est complètement coincé, comme tu disais. Soit il prend des dégâts en jouant, soit il prend des dégâts sans jouer. Il est dans un étau. Voilà, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire. Je rebondis juste sur Spirit Link. Euh, Certains disent que c'est une carte qui fait pas forcément de value de carte, parce qu'en tout coup, on se retrouve à perdre une carte en gérant une autre. J'entends par là, on met un Spirit Link sur Atog. Si on se fait gérer Atog, on perd deux cartes. Si on met un Ah, Spirit Link sur une carte de l'adversaire, bah à un moment donné, il va falloir gérer cette carte. On aura perdu deux cartes pour en gérer une. Mais au final, c'est une carte réactive qui a un tel bas coût qui nous permet soit de gagner des points de vie qui est énorme dans la time-lapse de la game, ou alors de complètement inhiber la source de dégâts de notre adversaire, que le fait de perdre une carte d'avantage est pas problématique, hein. Vraiment, c'est un des must en blanc. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter dans le sideboard? Certainement, mais dans les cartes euh, les plus communément trouvées. on a fait déjà un bon panel. Mm. Si je me reporte aux photos de deck qu'on a montré en début en début de programme, on a salve élémentaire bleu éventuellement, Ouais, dans un match miroir, effectivement, peut être intéressant. qui est l'équivalent de la salve élémentaire rouge, mais contre, contre le rouge cette fois-ci. C'est à peu près tout, hein, ce que je vois dans les sides. On a à peu près tout évoqué, hein. Ouais. Donc je sais pas Non, très si, bien. si les gens qui regardent ont d'autres idées, Bah qui oui, mais n'hésitent pas mettez-les en à le faire commentaire, signe. hein. Mettez-les en commentaire au pire, mais ouais, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour du side. On a donc du coup le deck le plus agressif de la méta, ou l'un des plus agressifs, avec les trois façons de faire des dégâts. On a les créatures, les blasts et les artefacts, euh, sur une base de mana très très basse. C'est ce que je nomme le dégât advantage, où en fait on va conserver une courbe de dégâts face à un coup de mana. Là, le mana le mieux utilisé dans les sources de dommages, on est d'accord que c'est la foudre. Pour un mana, on fait 3 de dommages. Si on prend cette base de réflexion, cette base de calcul, un mana égale 3 de dommages, on va essayer de trouver toutes les cartes qui se rapprochent de ce ratio. Donc évidemment, la carte qui vient d'office, ça va être la chaîne Lightning avec un mana rouge faire 3 de dommages, avec une possibilité de ping-pong et de réponse comme Gaël nous a expliqué tout à l'heure, mais le ratio est identique. On va chercher ce ratio de partout. Et on va essayer de conserver ce ratio tous les tours. Donc le Black Vise en tour 1 est idéal pour ça parce que pour un mana, il va faire 3 de dommages à notre adversaire et en plus, il reste en table et est susceptible d'améliorer ce ratio parce que autour de si notre adversaire a un deck lent pour 0 de mana parce que le Black Vise est déjà là, il va refaire des dégâts et il va refaire des dégâts tous les tours, donc il va même dépasser ce ratio maxima de 1 mana pour 3 de dommages. Et on va vraiment garder cette base pour tous nos faits de jeu en partie. Il faut impérativement garder ce ratio de dégâts. Euh, Est-ce que tu es raccord avec ce concept, toi, Gaël? Oui, 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 c'est, je trouve le parallèle avec
le card advantage qui va être un élément déterminant dans un deck, pour l'archétype The Deck par exemple. Et je trouve le parallèle ouais, très intéressant. Et effectivement, oui, c'est vraiment la clé du jeu. C'est avec tant de mana, qu'est-ce que je peux faire au maximum comme dégâts? Tu as bien résumé le concept du jeu, il me semble. Donc du coup, coup de mana faible, dégâts maxima, on veut impérativement conserver ce ratio le plus longtemps possible, le maximiser. Donc ça ne n'excuse quasiment aucune faille. Il faut qu'une fois que la flèche est lancée, le moindre coup de vent nous fait perdre la partie. Il faut vraiment que la flèche aille le plus droit possible, le plus stablement possible pour arriver à viser le centre de la cible, à savoir perdre notre adversaire. Et pour ça, je trouve que la clé, c'est la main de départ. Si on fait le bon choix de mulligan, c'est ce qui nous fera gagner la partie, presque sans jouer avec notre adversaire. Parce que si ce ratio est respecté, notre adversaire a beau faire ce qu'il veut, le ratio est là, il est systématique, il est redondant, il est constant, et il amène à la finalité, c'est de gagner notre adversaire. Donc la main de départ est vraiment, vraiment, vraiment importante. Donc Gaël avait l'idée d'énoncer, de s'exercer à ces mains de départ. Étant joueur de Hatog, je viendrai en deuxième analyse, mais en première instance, je laisse Gaël vous énoncer les premières mains et ce qu'il en pense. Oui, je voulais juste rajouter deux, trois choses par rapport à ce que tu venais de dire. Donc, quand on joue avec le Decathlon, on a ce concept de damage advantage en tête. Donc l'objectif est vraiment et doit être de faire un maximum de dégâts rapidement à l'adversaire pour le mettre le plus rapidement possible à portée de kill. Sachant que, comme on l'a dit, il y a un triptyque de menaces, créatures, blast, artefacts, et que du coup, le kill peut être un Atok, peut être plusieurs Black Vise posés en jeu, ou un cumul de blast qui va venir finir l'adversaire. Et dernier élément de réflexion sur comment le jouer aussi, à partir du moment où on a une idée de quel deck joue l'adversaire, il va falloir prioriser les menaces en fonction des forces faiblesses du deck adverse. Si on a un deck qui aime avoir des cartes en main et qui joue sur du card advantage, le Black Vise est évidemment indispensable. Si on a des decks qui s'appuient plutôt sur les créatures, là, on va vouloir avoir plutôt des créatures parce que sinon, on va se retrouver à blaster les créatures d'adversaires et on s'éloigne de l'objectif du deck. Oui, Voilà. effectivement, c'est quand on a prenons un exemple d'Ernam Guédon, il pose un bird, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on blast, on garde notre blast pour tuer l'adversaire, ou est-ce qu'on blast le bird? Effectivement, Donc, il y a une notion de prioriser les menaces et les dégâts. Je comprends ce que tu veux dire. voilà, donc ouais, on va essayer de regarder un petit peu des mains de départ de Decatog et d'essayer de dire qu'est-ce qu'on en pense de cette main, qu'est-ce qu'on peut faire avec, car comme tu l'as dit, c'est un élément, c'est valable pour la plupart des decks, mais plus que pour d'autres decks, il me semble qu'un mauvais choix de main de départ peut être rédhibitoire, quoi. C'est parti perdu si on se trompe. Ouais, je suis d'accord, c'est crucial. Hop, Voilà. on commence avec la première. Main numéro un, une main avec un seul terrain, plein de très bonnes cartes. Ouais, Plateau, Ancestral Recall, Serendib, Démonic Tutor, Foudre, Time Walk, Atog. Voilà, c'est une très bonne main, potentiellement, mais on va pas la garder parce qu'il n'y a pas de mana. Il n'y a pas de mana bleu. Ouais.
Je suis d'accord. Bon, si le deuxième terrain ou la deuxième source de mana n'arrive pas, et particulièrement du bleu, c'est foutu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi non plus, je garderai pas cette main, évidemment. Si on doit énoncer le pourquoi et d'une façon assez cartésienne, si on reprend le fameux ratio du 1 pour 3 tous les tours, tour 1, on pose le plateau, on fait une bolt, ok. Mais tour 2, on fait quoi? Et si on pioche pas une source de mana, on ne peut pas jouer. Mais en tout cas, il y a aucun chemin pour refaire 3 au tour 2. Parce on va jouer un Atog, mais on aura fait 0 point de dégâts. On va jouer un démonique tutor, mais pour aller chercher quoi? Un terrain. En tout cas, au tour 2, la probabilité de conserver le ratio de 1 mana pour 3 de dégâts est presque nulle. On enchaîne avec la main numéro 2. Allez, la main numéro 2, nous avons une foudre, un Atog, une Ankh de Mishra, deux Toundra, un plateau et une Mox Saphir. Bah, c'est une main qui me paraît pas mal du tout, même si elle peut éventuellement s'essouffler. C'est le seul petit risque que j'y vois, mais bon, il y a quand même des éléments consistants. Angle de Mishra qui peut être sorti au premier tour, on peut enchaîner par Atog, on a la foudre, et après, bah, faut quand même un petit peu croiser les doigts pour que ça enchaîne en termes de menaces, soit arrive du Draw 7 ou de l'Ancestral pour récupérer d'autres menaces encore. Ouais, c'est une main qui est pour moi du 50-50. Elle n'est pas très agressive, elle n'a pas son ratio de 1 mana pour 3, mais elle pose quand même les bases et a des réponses. Tour 1, on va pouvoir poser Plateau Saphir et Ankh de Mishra, ce qui fait que notre adversaire va prendre 2. Il prendra pas 3, mais il prendra quand même 2. L'artefact sera toujours là et on aura 2 artefacts en jeu, à savoir la Saphir et l'Ankh de Mishra. Au tour 3, on va pouvoir poser la Toundra, et donc du coup dans le même tour, poser Atog et faire foudre. Donc on va vider sa main très très vite, on aura posé énormément de menaces, c'est un kit ou double, c'est pour ça que je dis 50-50. Là, Ouais, c'est une ouais. main que moi, je conserverai si mon adversaire mulligan. Si mon adversaire mulligan, je garde cette main. Si mon adversaire répond très très vite, je keep, je garde ma main, je me pose encore plus de questions. On a quand même des bonnes cartes, on a quand même presque l'essentiel, mais voilà, c'est une main que je conserverai la majorité du temps. Mais effectivement, elle fait hésiter parce que Il n'y a si pas de follow-up. l'adversaire a un Disenchant, un Sword, voilà, les deux premières menaces sont gérées et qu'est-ce qui vient derrière, quoi. Ouais. Pas évident. Main numéro 3. Allez, main numéro 3. Alors, main numéro 3, deux Atog, une Ankh of Mishra, un Plateau, une Strip Mine, un Black Vise et un Mox Saphir. Bah, pour moi, Main, c'est main. quasiment la main idéale. Hein. Ouais, une main excellente, hein. Ouais, c'est vraiment. Je sais même. Enfin, c'est tellement bien que je sais pas par quoi commencer. Ouais, ouais, c'est. Je- Là, on a plusieurs possibilités. On pose Plateau Saphir pour poser la Hanque de Mishra en premier. Est-ce qu'on fait Plateau Saphir et on pose que le Black Vise? Euh, Est-ce qu'on fait Plateau Saphir Atog? Honnêtement, il y a tellement de possibilités de tour numéro 2. La Street Mine vient mettre la cerise sur le gâteau de tout ça, où on va embêter notre adversaire avec sa mana base. Enfin, vraiment, cette main, on réfléchit pas, on la garde et on a un énorme sourire. Main numéro 4. Allez, main numéro 4. On va avoir une Chaos Orb, un Atog, une plaine, une île volcanique, un plateau. On va avoir une foudre et un Psionic Blast. Alors ça, voilà, je vais peut-être étonner tout le monde, mais c'est pas une main que je garde.
J'ai pas ma Hank, j'ai pas mes Mox, j'ai pas mon Black Vise. Certes, j'ai des Blast et Atog, mais c'est du one shot, rien de pérenne. Donc Oui, c'est pas quelque chose que je garderais, même il n'y si a on a rien. vraiment d'excellentes cartes, on a toutes nos couleurs, hein. On a le bleu, on a notre blanc, on a notre rouge, on a les blasts, c'est vraiment... c'est que des excellentes cartes, mais on n'a pas notre cœur de deck. C'est pour ça que moi je la conserverai pas. Je sais pas ce que t'en penses toi. C'est compliqué, ouais, c'est une main compliquée là aussi, parce qu'effectivement, elle a l'avantage d'avoir une bonne base de mana au niveau des couleurs, mais ça manque effectivement un peu de vitesse. Il n'y a pas un petit mox pour accélérer tout ça. Euh, la toque va être un peu chétif, il n'y a rien pour le nourrir. Et effectivement, foudre psionique, ça fait 7 points de dégâts, mais si derrière, t'as pas grand-chose qui Bah vient, si on met 13 tours, hein, on met 13 tours à le finir à coup de 1-2. et Euh, voilà, ouais, c'est ça va pas compliqué. le faire. Ça va pas le faire. Donc, ouais, j'ai pas l'habitude de jouer avec un Decatog, mais peut-être que oui, c'est une main qui mérite un petit mulligan pour partir sur un truc un peu plus péchu, parce que Là, là c'est... c'est fou parce que si on regarde les quatre mains, en fait, on conserve que celles où il y a Black Vise et Hank. Ouais, Donc du coup, voilà, on a beau avoir des très bonnes cartes, s'il n'y a pas Black Vise ou Hank, le ratio est bas pour la conserver. c'est ce que tu disais, c'est le fait d'avoir des menaces qui sont un peu pérennes, qui restent sur le board, pour que... Ouais, le ratio de dégâts tous les tours. Ouais, voilà, pour pouvoir Bah, impacter à chaque tour. du coup, ça donne... euh, là, on est du côté Atog, mais maintenant qu'on sait qu'il y a forcément Black Vise et Hank, les cartes prioritaires, majoritaires pour les sources de dégâts, ça nous donne un bon axe pour jouer contre Atog. C'est avec si finalement il garde que ces deux cartes-là. Si l'adversaire dit je garde tout de suite, c'est qu'on sait qu'il a Hank et Black Vise en main, hein. Donc comment on fait pour jouer contre? Mais effectivement, dans l'exemple que tu donnais, si on sait que l'adversaire joue à Tog et qui garde sa main de façon assez affirmée, il peut être des fois intéressant de mulliganer pour démarrer avec un peu moins de cartes en main, puisque pour moi, un des premiers objectifs quand on joue contre Atog, c'est de jouer autour des Black Vise. Donc d'arriver assez rapidement à avoir une carte, si on aime avoir des cartes en main, d'avoir une main à 4 cartes pour ne pas être impacté par les Black Vise, mais tout en ayant quand même quelques ressources en main pour pouvoir gérer ce qui se passe. Ça, c'est à mon sens une, euh, une problématique à prendre en compte directement. Faut pas vouloir jouer avec cette carte en main contre Atog. C'est trop risqué. Oui, on peut pas se Euh, permettre d'être lent avec Atog. non, en tout cas pas en début de partie. En début de partie, il faut le plus rapidement possible arriver aux alentours de 4 cartes en main pour pouvoir, comme je le disais, à la fois gérer ce qui se passe, mais ne pas être À portée de euh, dégâts. à portée de Ouais, dégâts ben, des Black Eyes. on dit à portée de dégâts, mais au final, il faut réduire le risque d'être à portée de kill, parce que on parle de dégâts, mais c'est surtout le kill qui nous importe. Il faut qu'on soit... notre adversaire va rechercher, enfin l'Atog va rechercher de nous descendre le plus bas possible rapidement, et surtout avec des valeurs critiques. La valeur de 3, alors ça tout le monde l'aura compris, parce on est à portée de bolt, mais la valeur de 6 est aussi critique que la valeur de 3 parce que un Black Vise, une foudre, vous allez me dire c'est déjà deux cartes, mais sur un draw 7, euh, la probabilité est énorme que la Tog chope un Black Vise et une foudre ou deux foudres ou complète le board avec un seul Black Vise parce qu'il avait celui du début. Nous, on a 7 cartes en main, ça fait 6 points de dégâts. En fait, il faut vraiment tout faire pour ne pas se retrouver à portée d'un de ces kills.
Et quand on dit portée de kill, c'est pas qu'une carte, c'est un ensemble de faits, comme un alpha strike de Atog ou un draw 7. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ce qui suppose de réduire au maximum les dégâts qu'on subit en début de partie Ouais. contre Atog. Alors il y a des choses, les blasts, souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, on se les prend. Mais essayer, comme je le disais, de gérer sa main pour limiter les dégâts infligés par le Black Vise. Essayer de gérer Ankh Mishra pour pouvoir poser ses terrains et sans prendre de dégâts. Voilà, c'est vraiment l'objectif premier euh, quand on joue contre Atog. Un autre élément de réflexion qui est important et je l'ai évoqué indirectement là juste avant, c'est le choix des artefacts qu'on va gérer contre Atog. Si on a la capacité de détruire des artefacts, eh ben, il faut gérer. Alors, est-ce qu'on va gérer plutôt l'Ankh Mishra qui nous empêche de poser des terrains ou qui nous fait des dégâts quand on pose nos terrains, ou est-ce qu'on va jouer le Black Vise qui, là, dans l'immédiat, et pas forcément menaçant, mais qui en cas de draw 7 peut être critique. Voilà, dans des versions comme on a évoqué avec plus d'artefacts, ça devient encore plus compliqué parce qu'il peut y avoir une mixstone qui fait que nos propres créatures sont bloquées. Donc quel choix on va faire là aussi entre un Black Vise, une Ankh of Mishra ou une mixstone. Bref, ce choix Le... peut être déterminant dans on survit ou on meurt contre Atog. Ouais, et c'est un choix qui doit être réfléchi. Toujours en sachant que Atog veut garder son ratio de dégâts. C'est peut-être contre-intuitif de détruire une mixstone avec pour une seule de nos créatures plutôt que de détruire une ankh et un Black Vise. Mais au final, si on libère l'agressivité d'une de nos créatures, il ne faut pas oublier que le joueur Atog, lui aussi, prend des dégâts. Parce que ces Ankh de Mishra, lui, font des dégâts. Ces Psionic Blast, lui, font des dégâts également. Et le fait de mettre une petite menace sur le board permet déjà, pourquoi pas, d'embêter Atog lors de son attaque, mais offre aussi une source de dégâts que le joueur Atog va devoir hésiter à gérer. Et comment il va le gérer? Il va le gérer avec un sword pour vous redonner des points de vie? Bah très bien. Il va le gérer en dépensant un, peut-être deux blasts sur votre créature? Bah excellent. Donc il faut vraiment réfléchir à où on en est dans le jeu, combien de blasts, où on peut rien faire hein, contre le blast, combien de blasts sont passés, combien il lui en reste, est-ce que ça serait pas peut-être plus pertinent de lui mettre une légère pression pour le faire hésiter à dépenser les blasts qui lui restent sur nos créatures? C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment... Enfin, voilà. On est sur le fil avec Atog, et le joueur en face doit aussi être sur le fil pour surfer sur le ratio de dégâts de son adversaire et le faire hésiter et le faire basculer le plus vite possible dans cette perte de ratio. Soit en lui mettant la pression avec une créature, ça suffit des fois, soit en résistant. Enfin, voilà. C'est le choix de détruire l'artefact. Il faut vraiment le réfléchir et pas se jeter sur l'artefact qui nous fait le plus de dégâts tout de suite, parce que peut-être que c'est pas forcément le bon choix. Je suis d'accord. Autre élément très important à mon sens quand on joue contre Atog, c'est se méfier des cartes très puissantes que sont les Draw 7. Ah bah oui. Euh, donc ça, ça va se faire en essayant de ne pas se mettre full tap à son tour au cas où derrière arrive un Draw 7 qui va nous remplir la main et qui risque d'amener encore plus de Black Vice sur le board si c'est pas déjà le cas, et d'être incapable de jouer quoi que ce soit parce que tous les manas ont été utilisés à son propre tour.
Donc, si possible, ouais, essayer de garder un peu de mana pour jouer des instants en cas de Draw 7 qui passe. Si on joue contrôle, bah, essayer et bien évidemment de contrecarrer les Draw 7 parce qu'ils peuvent avoir un effet à la fois létal et ou re-remplir la main de l'adversaire et réenclencher la machine si on a bien encaissé le début de partie. Voilà, vraiment se méfier de ces cartes-là qui sont essentielles, on l'a vu, hein, qui constituent le cœur du jeu. Autre carte, à mon sens, dont il faut se méfier, c'est la balance. Pour avoir joué régulièrement contre Atog, la balance peut s'avérer vraiment puissante dans le sens où le jeu Atog va se vider la main, va, et va jouer sa balance en équilibrant du coup carte en main, créature en jeu et terrain. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de terrain en jeu. Il joue avec pas beaucoup de terrain, le jeu à Tog. Pas beaucoup de créatures en jeu non plus. Et surtout, quand il va placer sa balance en ayant avant vidé sa main, il va forcer l'adversaire à se défausser de toutes les cartes qu'il avait et se retrouver avec zéro carte en main lui aussi, en mode top deck pour les deux joueurs. Ce qui, si le début de partie s'est passé comme prévu, est une situation assez avantageuse pour le joueur à Tog. Ok. Oui. Voilà. On avait essayé, on va essayer un petit peu suivant le deck qu'on joue soi-même de voir comment ajuster en plus des éléments qu'on vient de donner, comment essayer d'ajuster sa stratégie pour jouer contre Atog. Alors, dans le cas d'un deck aggro, si tu joues aggro contre Atog, enfin, comment tu jouerais? Quels sont les éléments pour toi qui sont importants? Bah, moi, si je rencontre un Atog, euh, je veux retourner sa stratégie contre lui. C'est-à-dire que l'Atog, je m'en méfie, d'accord, mais je vais jouer avec. C'est-à-dire que je vais dépenser mes blasts sur Atog. Ça a l'air bête comme ça, mais pour le mettre toujours dans le choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie mes artefacts pour conserver en vie mon Atog, ou est-ce que mon Atog meurt? Et je vais essayer de toujours lui retourner les choix qui m'impose, je vais lui retourner. Donc vraiment, blaster la tog en rituel. Pourquoi je dis en rituel? Parce que il faut pas le faire en instant, évidemment, parce que il va sacrifier ses artefacts à son tour pour le défendre, et il va nous attaquer, il va nous en mettre plein le menton. Il faut le faire en rituel, bien évidemment, parce que comme ça, la force de son attaque n'a pas d'impact. Donc, blaster en rituel, même la foudre en rituel, sur la tog pour forcer le joueur Atog à casser ses artefacts pour conserver son Atog en vie. Profiter de la carte Hank de Mishra et des Draw 7. C'est-à-dire que faut pas oublier que la Hank fait des dégâts aux deux joueurs. Le joueur Atog a un objectif, c'est vos points de vie, et peut avoir des œillères sur les siens. Il va se concentrer sur les vôtres et pas sur les siens. Et malgré tout, lui, il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Si on est un deck aggro, on a en tête aussi une phase d'Alpha Strike où on va pouvoir aller le chercher. Donc, jouer autour de la Hank avec lui, jouons. Allez, c'est parti. On rentre dans un jeu d'intimidation autour de la Hank de Mishra. Le Draw 7, pareil. S'il le fait, c'est pas une catastrophe. Nous aussi, on est aggro. Nous aussi, on peut lui en mettre plein les dents. Juste anticiper au maximum. Voilà. Jouer avec ses propres cartes, je dirais. Si je joue un deck aggro, je joue avec les propres cartes de Hatog et j'essaye de lui retourner sur lui. Ah oui, Après, oui, vas-y. tu as entièrement raison. On a l'avantage si on joue aggro, que le deck Atok fasse une partie du boulot pour nous, avec ses Psionic Blast, ses City of Brass, ses Ankh Mishra. Et du coup, ça peut effectivement se retourner contre lui. Ouais, il a. Euh,
Parce que Le seul la truc qui plupart des change, cartes qu'il joue, tu vas les avoir aussi. Tu vas avoir des Bolt, tu vas avoir des Psionic Blast, tu vas certainement avoir des Chain Lightning. Et donc, ouais. euh, En fait, ah, il a le seul avantage qu'il a, c'est le timing. Vu que c'est lui qui joue ses cartes, c'est lui qui a l'avantage du timing et du moment précis où c'est l'avantage de jouer ça. Donc, si on veut lui enlever son dernier avantage, parce que c'est des cartes que lui joue mais qui nous avantagent également nous, et ben justement, il faut anticiper au maximum pour limiter l'avantage du timing que le joueur Atog a. ok, ok. Après, Euh, si on a un deck contrôle, là c'est moins ma partie, je dirais, tu fais comment toi pour jouer contre Atog? Parce que il est notoriété que tu es un je, plus un joueur contrôle. je, je l'ai déjà un peu évoqué. Réduire au maximum les dégâts qu'on prend en début de partie pour que le joueur ATOG doute un petit peu en se disant, bon, je l'ai pas beaucoup entamé en début de partie, ça va être compliqué. Se méfier néanmoins parce que avec les blasts, ça va quand même très très vite, hein. Admettons une main avec 4 blasts, ça fait vite Bah 12. 6 et 8 ou 9 et 4, 13. On est sur des montants de dégâts qui peuvent être très importants en 2 tours finalement. En fin de tour, Bolt psionique, le tour d'après, Chain Lightning psionique, et voilà. Donc vraiment lutter en début de partie pour ne pas prendre trop de points de dégâts et essayer d'entrevoir une possibilité. Comme je l'ai dit, se méfier absolument des Draw 7 parce que comme on l'a vu quand on regardait un peu les mains de départ, une des faiblesses du jeu à TOG, c'est qu'il peut avoir une très bonne main de départ, mais derrière, si rien n'arrive, enfin si rien ne vient en plus et qu'on arrive à gérer les premières menaces, la partie peut mal tourner pour Atog. Sauf si il arrive à passer un draw 7 et à se remplir la main, et là, ça peut virer au cauchemar, à l'inverse. Donc, essayer de pouvoir contrer ces draw 7, c'est quelque chose de clé. Comme je l'ai dit aussi, se méfier de la balance, qui peut avoir l'effet d'un mind twist. Du coup, le côté j'ai plus de cartes que Atog, donc potentiellement plus de réponses, je suis pas trop mal. On repasse en mode top deck et Atog en mode top deck, une carte sur deux qui va piocher, ça va être une carte qui fait des dégâts. Alors que nous, en mode top deck sur un deck contrôle, on a plus de mana, on a plus de chances de tirer des cartes qui vont pas avoir un impact immédiat sur la game et c'est pas une situation très confortable. Voilà, et aussi avoir un bon side pour jouer contre Atog parce que le deck étant extrêmement performant et agressif, il y a forcément besoin de rentrer des choses en plus pour améliorer le ratio de victoire contre ce deck. Ouais, mais tu penses à quoi par exemple? On en parlera peut-être un peu plus au niveau du side, mais des cartes qui font gagner des points de vie, Ouais, comme après je pense qu'on peut y aller. Hein. Après, bah, ouais, je vois où tu veux, ce que tu veux dire. Après, je fais un petit mot sur le contrôle. Je fais un aller venu, désolé, mais je fais un petit point moins sur le contrôle parce que dans les grandes lignes, je comprends ce que tu nous as expliqué, mais dans le fait, parce que je suis un peu benet, dans les faits, grosso modo, on n'hésite pas à mulligan pour perdre des cartes en main de départ parce qu'on sait que Atog va jouer Hank et Black Vise. La Hank, on peut pas passer à travers. Le oui. Black Vise, on peut essayer. Donc, conserver une main de départ très rapide. S'il y a qu'un seul terrain mais plein de mox, eh ben allons-y, pas grave. Il y Oui, a qu'un seul terrain, privilégier les sources artefacts aux sources terrain. c'est ça. Avoir une main rapide. Si on a une main trop lente, ne pas hésiter à mulligan pour limiter les effets du Black Vise. C'est ça, grosso modo, la technique, c'est Ouais. une bonne main de départ très rapide et
garder un contre et de la mana d'étape contre le draw 7. Voilà, sachant que si tu sais pas que l'adversaire joue à Tog, c'est là où ça peut être Ah bah c'est là où on va parler du side périlleux. parce qu'on va perdre la Parce première que game. tu peux te retrouver avec une très bonne main, le gars va te sortir Black Vice, tu vas prendre 3 au premier tour, tu vas prendre 3 au deuxième tour, tu vas prendre peut-être 2 et tu auras déjà pris 8 points de dégâts en ayant quasiment rien fait, quoi. Ouais, bah Donc, là c'est la. Bah, en parlant, j'enchaîne, mais en parlant de main lente, c'est généralement le cas des decks combo. Comment on fait pour jouer combo face à Atog? Là, c'est du random, non? euh, l'objectif, là c'est toujours pareil, si tu sais pas qui joue à Tog, c'est compliqué. Si tu sais qui joue à Tog, bah, à mon avis, c'est du mulligan pour aller chercher des mains qui peuvent rivaliser en termes de vitesse avec Atog. C'est-à-dire essayer de mettre en place sa combo rapidement, plus rapidement que ce qu'Atog va faire en dégâts pour te tuer. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que ça doit être l'objectif. Donc là aussi, pas hésiter à mulliganer. Oui, mais à titre d'exemple, la combo des Draw 7 Underworld Dream, là, il faut qu'on ait Dark Ritual Underworld Dream en main de départ. Oui, C'est comme ça nous fait dépenser 3 cartes. On retombe à 4. Donc le Black Vise ne fait plus d'effet. Et on a déjà installé l'Underworld Dream. Et lui, il va s'épuiser. Et s'il décide de piocher des cartes, avec son Draw 7, il prendra 7. on prendra 7, effectivement. Donc Donc, dans un deck combo à la base, je pensais qu'il était fortement désavantagé à Atog. Et en fait, pas du tout. Si, si le bah, les mulligan decks est combo, fait un peu ballsy, je dirais, avec un petit peu plus de prise de risque dans son mulligan, en se disant, mais c'est qui tout double, j'ai ma combo avant qu'il mal fast strike avec les Atog, et ben en fait je me suis fait surprendre plusieurs games, moi joueur Atog, d'un deck combo qui s'installe fast. oui, oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Les decks combo ont cet avantage de pouvoir rivaliser avec Atog en termes de vitesse. Ouais. Pas systématiquement, mais dans certains cas de figure. C'est ce que tu disais, faut peut-être pas hésiter à être un peu, À prendre des risques. prendre un peu des risques sur un mulligan pour avoir une main qui te permette d'avoir une chance, quoi. Parce que si tu Ouais. sais que si tu mets 10 tours à mettre en place ta combo, ça va pas le faire, quoi. Bah, je rebondis un peu sèchement, mais je rebondis sur justement comment augmenter ses chances. Bah, c'est le side, on commençait à l'énoncer tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on side contre Atog? Alors, ça dépend par quel bout on prend un peu la réflexion, mais une des premières pistes, c'est gagner des points de vie. Oui, contrecarrer le fameux ratio de dégâts que le Atog a et cherche à conserver. Voilà. Euh, pour cela, il y a quand même quelques solutions assez intéressantes. Il y a Ivory Tower, Qui, artefact 1 qui est qui est idéal. idéal, qui a l'effet inverse finalement du Black Vice. Ouais, qui annule À complètement le partir Black du Vise. moment où on a plus de 4 cartes en main, on gagne un point de vie par carte au-delà de 4. Donc, si on a cette carte en main, on va gagner 3. Le Black Vice va nous faire 3 points de dégâts. Ça s'annule. Et finalement, on passe outre les Black Vice. Ouais, Autre génial. chose. Un artefact à un, je te coupe, pardon. Un Ouais, artefact à pardon. un. Donc ce qui fait que on se vide de sa main rapidement au cas où et derrière on est protégé de tous les draw 7 parce que on annule, on inhibe complètement les Black Vise. Donc Ivory Tower, top. Oui, le problème étant que souvent le joueur à TOC joue 4 Black Vice et qu'on joue rarement 4 Ivory Tower. Donc l'équilibre peut tenir un moment, mais si la partie dure un peu, que le gars
passe un draw 7, il y a des chances pour qu'on se retrouve avec plus de Black Vice qu'il n'y a d'Ivory Tower. Mais bon, ça permet de limiter les dégâts quand même. Oui, oui, Et en, de gérer en- le et en début de partie, ouais, et c'est ça. comme on dit. Moi, quand on me sort une Ivory Tower, je sais que j'arriverai pas à conserver mon ratio de dégâts et que si la partie dure, j'ai perdu. C'est ça le truc, hein. Si la partie dure, les Atog perdent. Donc Il y a de fortes chances, ouais. il faut conserver ce ratio de dégâts, il faut le maintenir. Et là, l'Ivory Tower est vraiment la carte qui met à mal ce ratio, hein. J'en vois une autre aussi, c'est Fountain of Youth. Moins efficace, mais redoutable quand même. Oui, 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 Fountain of Youth, même principe qu'Ivory Tower. C'est une carte qui se pose à 0, donc très vite, ce qui permet de baisser le nombre de cartes en main. Et c'est une carte qui, si elle reste, donne quand même un point de vie par tour, aussi longtemps qu'elle va rester. Et honnêtement, moi, pour l'avoir joué régulièrement, La Fontaine, contre tous les jeux aggro, c'est une carte qui peut faire la différence, hein, parce que 3 tours, tu gagnes 3 points, 3 points de vie. Sur 3 tours, l'adversaire va en général piocher un blast. Donc en gros, tu arrives à maintenir un équilibre en fait. Et si tu gères le reste du board, t'es finalement pas si mal. Oui, oui. Après, tu l'adores parce que tu es aussi un joueur de jeu contrôle qui garde de la mana pour pouvoir contrer ou faire des cartes réactives à ce que joue l'adversaire. Donc c'est vrai que ça te dérange pas de dépenser de la mana en fin de tour adverse pour gagner des points de vie. C'est la limite Ouais. de Fontaine of Youth, mais effectivement, la fontaine, dans des decks contrôle, est idéale et redoutable contre les decks aggro, hein. On a d'autres solutions également pour regagner des points de vie. Je les trouve moins fortes que Ivory Tower et Fountain of Youth, mais on l'énonce quand même. On l'a dit tout à l'heure, il y avait le Spirit Link qui permet, Oui, si on le met sur un Atog, on peut sider un Spirit Link parce qu'on le met sur un Atog. L'Atog ne peut plus faire son Alpha Strike. C'est fini. On peut le mettre sur une de nos créatures pour regagner des points de vie, ce qui est fatal pour Atog parce que il a que des mauvaises solutions. C'est-à-dire, soit laisser la créature en vie et augmenter son ratio, sachant qu'on est au minimum en mid-game, il n'aura pas l'énergie d'augmenter son ratio d'autant de ce qu'on fait avec le Spirit Link, ou alors de dépenser énormément de ressources pour gérer cette créature sur Spirit Link. En carte ouais, advantage, c'est à peu près équivalent, parce que nous, on va perdre notre créature et le Spirit Link, mais le joueur Atog, lui, va perdre 2 ressources potentielles de dégâts et mettre à mal son ratio de dégâts, justement. Donc, le Spirit Link est vraiment une carte qu'il ne faut pas négliger en side. J'enchaînerai avant de te donner la parole sur Divine Offering. Euh, Encore une fois, une carte blanche, hein, mais permet de regagner des points de vie en pétant des artefacts adverses. Donc, oui, je le rappelle, pardon, je fais ça dans le mauvais sens, mais Spirit Link, c'est la carte qu'on a énoncée tout à l'heure qui regagne des points de vie par le nombre de dégâts que la créature fait. Un enchantement de créature pour un blanc. Et Divine Offering, c'est un incolore, un blanc, c'est ça? c'est ça, en Et éphémère, en éphémère, qui casse un artefact et qui te redonne le nombre de points de vie du coup de lancement de cet artefact. c'est ça. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, oui, voilà, Divine Offering a l'avantage de jouer en éphémère et peut donc se jouer après un Draw 7 pour détruire un Black Vise ou une Angle de Mishra, donc regagner des points de vie, avoir moins de cartes en main et être moins impacté par le Black Vise. Moi, c'est une carte, pareil, que j'aime beaucoup contre Atog parce que Divine Offering sur Ankh of Mishra, c'est du bonheur, quoi. Tu te débarrasses d'une des cartes les plus oppressantes du jeu adverse tout en gagnant 2 points de vie et que tout point de vie gagné contre Atog est une bénédiction. Ouais. Donc là, on avait l'axe des points de vie, péter le ratio de Hatog pour pouvoir le battre. Une autre, une autre façon de le gagner, c'est d'embêter ses couleurs. J'entends par là qu'on peut rentrer un cercle de protection. C'est tout bête, Ouais. mais un cercle de protection rouge
face à un Atog, et ben on lui enlève 12 cartes de son deck, ce qui est énorme. Oui, oui. On 12 peut sources de même dégâts. se mettre le luxe de faire un cercle de protection artefact si on veut vraiment rendre dépressif notre adversaire. Ouais. En jouant avec ces couleurs, bah, on peut rajouter des Reb et des Beb. Donc Red Elemental Blast et Blue Elemental Blast. Ben, simplement, ça s'explique. Le Red Elemental Blast gère 4 cartes de Blast, Psionic Blast, peut gérer les Serendi Befrit agressifs, peut gérer tous ces spoilers pour le Time Twister, le Time Walk ou l'Ancestral. Le Blue Elemental Blast, contre les cartes rouges, alors là, tu gères directement Atog une fois qu'il a décidé de sacrifier tous ses artefacts, ou tu gères son Blast. Enfin, c'est vraiment trois cartes qui mettent à mal les couleurs de Atog, vraiment. Une fois qu'on a enlevé son ratio, une fois qu'on a enlevé ses couleurs, on peut lui enlever ses artefacts. Ouais, on peut avoir une option qui est de taper sur les artefacts d'Atog, de l'embêter au maximum sur les artefacts. Ouais, alors c'est plus lent, mais si on a que ça dans le side, il faut le mettre, hein. Donc on peut avoir le shatter. Donc c'est un incolore, un rouge pour tuer pour casser un artefact adverse. On a Shatter Storm. Alors là, c'est deux fois plus, c'est deux incolores de rouge. Mais là, on va éliminer tous les artefacts sur le champ, sur le board. On va avoir le désenchant, bien évidemment. Le Dust to Dust, donc c'est un incolore, deux blancs pour Exiler casser, deux artefacts retirer en jeu, deux artefacts en jeu. Et on du 1 pour a 2. Énergie flux, ouais, du 1, une carte avantage, une carte pour deux cartes. On a énergie flux, là c'est un enchantement bleu, deux incolores, un bleu, pour donner un entretien aux artefacts de 2. Alors là, sachant qu'Atog joue très peu de mana, conserver ses artefacts, tous ses artefacts, avec très peu de mana, c'est impossible. On ruine son game plan artefact avec énergie flux. Et je verrai le disque de Nevineral. Alors là, c'est vraiment la carte du désespoir, mais en même temps, elle est terriblement efficace parce que on va enlever toutes les créatures du joueur Atog ainsi que tous ses artefacts. Voire Ouais. ses Blood Moon. Parce que on n'en a pas parlé jusque-là, mais Nevineral Disc Artefact, c'est peut-être la seule porte de sortie si on s'est fait avoir sur une Blood Moon qu'on n'a pas vu arriver, hein. Ouais. Ouais, bah, des minérales ou Chaos Orb, hein, des fois, c'est les deux solutions, effectivement, contre une Blood Moon qui serait arrivée trop vite. Ouais. Là, au niveau du side, moi je vois que ça. Après, il existe une aide. C'est pas une solution, mais c'est une aide. C'est la discard. C'est la Ouais, bah, discard. on en a parlé plus tôt là dans nos échanges. Effectivement, Discard permet d'embêter Atog, mais En c'est fait, lui faire perdre son ratio, mais c'est une aide. C'est pas ce qui nous fera gagner, mais c'est une aide. C'est vrai que ouais, si on a de quoi renforcer nos spectres hypnotiques, si on en a que deux dans le deck ou trois dans le deck, et que dans le side on a une possibilité d'en mettre un quatrième, faut pas hésiter parce que le deck Atog va se retrouver à devoir dépenser un de ses 12 blasts sur cette créature là, parce que sinon il perd la partie. Et s'il l'a pas en main, ce qui m'étonnerait, mais s'il l'a pas en main, là c'est une catastrophe parce qu'on va diminuer ses solutions grandement. Donc il faut pas hésiter à faire rentrer ça dans notre deck si on a des possibilités de discard dans le side. peut accentuer, effectivement. C'est pas une mauvaise stratégie. Tu vois une autre d'autres cartes dans le side ou pas? Non, non, non. Là, c'est pareil. Je pense on a fait quand même On fait le tour. c'était pas exhaustif, mais on en a quand même évoqué un bon paquet qui permettent de se sentir un peu plus confortable en deuxième partie contre Atog.
Euh, Juste, ouais, Dust to Dust, comme je le disais, il y a du card advantage, mais l'inconvénient, c'est le côté rituel qui peut parfois arriver trop tard, quoi. Tu t'es pris un Draw 7, tu as un Dust to Dust en main, mais les Black Vise, tu n'auras pas le temps de les détruire et tu seras mort avant d'avoir pu utiliser ta très bonne carte, quoi. Ouais, les Black Vice sont dans la pile, et le Dust to Dust, tu peux pas t'en séparer. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça que personnellement, je vais préférer des solutions comme Disenchant, Divine Offering ou Shatter qui peuvent se jouer en éphémère, soit en fin de tour, soit à l'upkeep et du coup diminuer le nombre de cartes en main au moment où se résout le Black Vise. Ouais, bonne réflexion. Alors du coup, en conclusion, maintenant qu'on a vu l'essentiel, le cœur du jeu, ses résultats, comment on le joue, comment on joue contre, comment on side avec, comment on side contre. euh, Alors, toi, est-ce que tu jouerais ce deck? Moi personnellement, non. Premièrement, j'ai du mal à jouer aggro. Ça, c'est un premier point. Et pourquoi? Bah parce que pour moi, ce sont des decks qui sont trop tributaires de la main de départ et de la draw sur les premiers tours de jeu. Moi, je suis pas très confortable avec ça. Donc, même si le deck, je sais qu'il est très efficace, très performant, etc. Mm, Les rares fois où j'ai essayé de jouer à Tog, j'ai des mains qui sont un peu comme les mauvaises mains qu'on a pu voir euh, en amont. Euh, et ça fonctionne pas et c'est pas une façon de jouer ouais, qui me rend très à l'aise et où je prends du plaisir parce que j'estime que des fois tu as des bonnes mains et ça va mal enchaîner et t'as pas grand-chose à faire quoi, contre ça. Tu te sens un peu impuissant contre le deck. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là. Te connaissant en tant que joueur, ça se voit que t'as pas de plaisir avec Atog. T'arrives à jouer des decks aggro à l'image de Patriot. Donc Patriot c'est bleu, blanc et rouge. T'arrives à jouer les decks Patriot parce que tu les teintes plus que ce qu'ils devraient de contrôle. Donc t'arrives à jouer un aggro contrôle. Mais Atog, effectivement, je t'ai jamais vu de plaisir à jouer Atog. Moi, en Ouais. tout cas, Donc, c'est. c'est un peu ça passe ou ça casse quoi. Ouais. Ouais. Le deck étant bien conçu, les synergies étant bonnes, ça passe plus souvent que ça ne casse, mais il y a quand même cette possibilité où tu vas avoir une bonne main de départ. Ce que je disais, le mec va te gérer, je sais pas, le premier Serendib que tu as posé ou la première créature que tu as posée. Il va te gérer Lank of Mishra et avoir une main à 4 cartes. Et derrière, bah, si tu pioches terrain, mox, terrain, il se passe plus rien, quoi. Ouais, je suis d'accord. S'il peut. Bah, tu me diras, ça arrive aussi avec d'autres decks, mais il y a des decks, il y a des stratégies qui permettent d'être moins tributaire de cet aspect-là du jeu qui est la main de départ et la draw sur les Oui, après. 5, 6 premiers tours. euh, alors, pour faire court, moi je suis un joueur à Tog. Enfin, non. Je suis un joueur de. J'ai joué à Tog. J'aime bien jouer à Tog. Et je rebondis sur ce que tu disais. En fait, tous les decks peuvent avoir cette variance de choper Mox, Mox, terrain, terrain et de rien faire. Mais ce qui est frustrant dans Atog, c'est qu'on a un ascenseur émotionnel énorme. C'est qu'on est tout là-haut, avec un ratio de dégâts énorme, et là on fait Mox, Mox, terrain. Sur des decks contrôle qui gardent des solutions en main et qui chopent de la mana, bah, l'écart d'efficacité entre la draw et ce qu'on a en main est moins importante que le deck Atog qui a absolument besoin de ces ressources-là. Donc, en fait, l'écart émotionnel dans un jeu Atog, c'est des montagnes russes. Tu es tout là-haut, tu roules sur ton adversaire, ou tu te fais carrément marcher dessus. C'est vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, Moi, j'aime bien ce deck-là, alors parce que je suis un bonnet, et c'est pas un deck où il faut réfléchir. C'est son avantage principal pour moi. Ça a l'air bête comme ça, mais
euh, dans une grande, dans un tournoi, une grande session, on commence à 10 heures, on finit à 20 heures. Euh, je pense pas prendre de plaisir en fin de journée à avoir un deck où il faut réfléchir à toutes les probabilités et l'arborescence des possibles. Le deck Atog me permet de profiter de cette journée-là d'une façon constante. Avec toujours ce ludique. Il y a quand même ces faits de jeu, il y a quand même ces moments épiques où tu vas te souvenir de la game avec telle personne. Tu conserves les moments ludiques sans, je trouve, les priver à ton adversaire. Et ces moments ludiques sont conservés sur l'ensemble de la journée. Et c'est peut-être ça qui me fait choisir le deck Atog pour les grands événements. Il y a malgré tout des choix qui Oui, je te sont... trouve un petit peu dur avec toi-même. C'est quand même un deck qui nécessite un certain nombre de choix, quoi. Comme on a pu le dire avant. Le choix de la main de départ est crucial. La séquence de, de jeu des cartes en main peut être cruciale. Euh, les choix que tu vas faire aussi sur la gestion des créatures adverses, etc. C'est un deck qui est plus complexe à mon sens qu'il n'y paraît. Mais qui a, comme tu le disais, l'avantage de, quand même sur la durée d'un gros tournoi de t'offrir des games qui sont ludiques mais qui durent pas forcément très longtemps, ce qui fait que tu vas moins te fatiguer qu'avec un deck contrôle ou un deck combo qui peut prendre des lustres pour gagner une partie et qui peut épuiser le joueur sur une journée. Ouais, mais oui, ouais. Ouais. Et moi, je le place plus dans ce sens-là. C'est pas parce que tu joues aggro que tu joues un deck forcément simple. Les decks aggro nécessitent aussi des décisions complexes. Je me suis mal Euh, exprimé. Mais tu as raison, tu as raison. Sur le principe, tu as raison. Mais mais là où je me suis mal exprimé, c'est que les decks aggro permettent des raccourcis payants. Je peux, si je suis complètement à bout du rouleau, me dire je mulligan tant que j'ai pas un Black Vise. Ça peut être une réflexion complètement débile et te faire perdre la game. Et bien sur Atog, la probabilité que ça marche, elle est énorme. Donc tu peux prendre des raccourcis, tu peux louper certaines phases de réflexion parce que tu as pris la solution de facilité et que ça paye et que ça soit payant quand même. C'est ça que je veux dire. Ou c'est un deck qui est moins exigeant. Voilà. On va pas dire un deck de bonheur, on va dire moins exigeant. moins exigeant et moins fatigant Ouais. sur la durée d'un grand tournoi parce que tu as quand même plein de games qui vont pas durer très longtemps et ça, c'est appréciable quand tu joues de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures effectivement. Alors, le résumé, c'est le plaisir de jeu. J'aime bien jouer ce deck-là. Tu n'aimes pas jouer ce type de deck-là. Grosso modo, jouez ce qui vous plaît, les gars. Et dites-nous d'ailleurs Oui, quel type de joueur vous êtes dans les commentaires. Je vous invite, parce que cette vidéo va certainement nous demander quand même pas mal de travail. Je vous invite à nous dire ce que vous en pensez de ce nouveau format si vous êtes arrivé au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, donner de la force à la chaîne. Et si vous voulez d'autres contenus de old school, vous pouvez aller sur le site de manaburn.fr. Vous aurez le lien en description. Moi, de mon côté, je vous dis merci et à très vite. Je laisse le mot de la fin, Gaël. oui, si vous avez envie d'aller voir des parties de Decatog, il me semble qu'il y en a quelques-unes sur le site Manaburn. Et puis, merci de votre attention et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao! Ciao.